is run by a bunch of investment bankers, and their modus operandi. Merci à Morningstar de nous donner l'opportunité de vous en dire un peu plus sur les sociétés de gestion jeunes, récentes, et parmi lesquelles effectivement la financière Tiepolo. La financière Tiepolo, pour être tout à fait sincère avec vous, n'est pas tout à fait un nouveau-né, puisque nous avons reçu un agrément de l'AMF en juin 2007, ça fait 4 ans et demi. Pour vous fixer les choses, ce jour-là, le CAC 40 valait 5 944 points. Ça fait 96 ou 97% au-dessus des cours d'aujourd'hui. Alors, néanmoins, la financière Tiepolo a réussi à connaître un développement important et en tout cas très satisfaisant dont nous allons vous parler. Pour ceux qui le savent peut-être, en fait, la financière Tiepolo n'est pas non plus née tout à fait par hasard. Nous sommes une séparation, un spin-off d'une partie de la gestion privée de Tocqueville Finance dans le cadre d'un accord précis que nous avions signé avec eux, avec mon associé Éric Doutrebente, dans l'idée que nous souhaitions nous concentrer sur la gestion privée sous mandat et la clientèle privée. Donc c'est l'activité essentielle effectivement qui est développée au sein de la financière Tiepolo, avec une partie importante de gestion sous mandat et une partie de gestion collective dont nous allons vous parler tout à l'heure. 15 collaborateurs, c'est un schéma relativement classique. Une partie de l'équipe était déjà avec nous au moment de la séparation avec Tocqueville et d'autres en ont profité. Nous en avons profité avec Eric pour accueillir d'autres collaborateurs, des associés, des personnes avec lesquelles nous avions envie de faire une partie de l'aventure pour les années qui viennent. Aujourd'hui, à peu près 440 millions d'euros. Vous savez comme moi que ça fluctue, ce n'est pas tout à fait évident. Ces 440 millions d'euros sont déposés chez CM-CIC Securities, qui est notre dépositaire unique, tant pour la partie en gestion privée que pour la partie en OPCVM. Nous parlons chez Tiepolo de foyers fiscaux, c'est-à-dire qu'à l'intérieur d'une famille, et Eric va y venir dans quelques instants, nous aimons avoir une gestion et une vision globale de la famille, et donc à l'intérieur d'une famille, vous avez les parents, les enfants, éventuellement la génération du dessus, et donc nous parlons de foyers fiscaux pour avoir une vision globale. Ça représente 2300 comptes ouverts entre les PEA, les comptes titres, entre les contrats d'assurance vie en multisupport, les contrats dédiés qui peuvent être développés soit en France, soit au Luxembourg. Et puis, un point tout de suite tout à fait important à retenir concernant la financière Tiepolo, nous sommes une société de gestion spécialisée sur les actions. Ça va être le maître mot de cette présentation. Avec un point important, c'est que nous aimons la gestion en titre vif à l'intérieur des portefeuilles, plus que la gestion en OPCVM. Bonjour à tous, donc, merci de nous écouter cet après-midi. Donc on est des passionnés de la gestion action et de la gestion privée. Vous avez compris que c'est une histoire d'hommes. On a commencé avec 12 personnes avec 0 chiffre d'affaires en juillet 2007 au plus haut, et au bout de 4 ans et demi, ça se passe correctement malgré des marchés qui ont été compliqués, qui restent compliqués, même tous les jours. Donc la gestion privée, vous connaissez ça, vous savez très bien que essentiellement c'est une relation de confiance, c'est une relation directe entre le client et le gérant, et on a toujours bâti la gestion privée comme un travail d'équipe. Donc on n'est pas chacun dans un bureau cloisonné, on est sur un plateau. Donc ça fait 20 ans que je travaille, 25 ans que je travaille sur des plateaux, au milieu des équipes, et quelles que soient mes responsabilités. Travail d'équipe très important, ça va aussi bien de l'assistante de gestion, de la standardiste, en passant par l'analyse financier. Et sur les dossiers d'investissement, on travaille toujours à 2 ou à 3, ce qui est très important pour ne pas devenir amoureux d'une valeur, ou haïr une valeur, ou s'enfermer dans un secteur, ou devenir amoureux du président qui est très fort depuis X années. C'est vraiment le travail d'équipe et quelque chose de très très important chez Tiepolo. Et on a pu, j'avouerai, plus le formaliser qu'avant, puisque on passe pas mal de temps en écrivant beaucoup de choses. Donc on est rentré dans un process très écrit sur l'ensemble des investissements, mais aussi sur la partie gestion privée. Vous savez que la connaissance des clients est très importante. J'ai toujours été très en amont sur ce sujet-là par rapport aux aspects fiscaux, par rapport aux aspects patrimoniaux, par rapport aux aspects de donation. Et donc c'est comme ça qu'on arrive, et vous le savez bien, puisque c'est votre métier aussi, de bien conseiller le client. Vous savez très bien que les clients ont des objectifs,
Donc à nous de les conseiller au mieux et les moyens que l'on met en place, c'est un travail d'équipe sur longue période. Alors notre philosophie de gestion, on peut la résumer avec les 4 points qui vous sont décrits ici. Je l'ai dit, je le répéterai, c'est une gestion en action, donc c'est une approche très fondamentale, basée sur la sélection des valeurs. Cette gestion doit se faire en respectant un certain nombre de principes. Pour nous, le plus important, c'est de garder une grande liberté et une grande indépendance d'esprit. Ça veut dire qu'il faut absolument, autant que faire se peut, se défaire de la tutelle des indices ou des benchmarks. En réalité, j'évoquais tout à l'heure le CAC 40 qui était à 100% au-dessus il y a 5 ans. Heureusement que nous n'avons pas des résultats aussi pitoyables que les indices. Et je crois savoir que le CAC 40 sur 10 ans fait 0, ce qui est encore pire. C'est peut-être même la première fois dans l'histoire que sur aussi longue période, les indices sont négatifs, ou à peu près, ou en tout cas 0. C'est donc bien la preuve qu'il faut se sortir des benchmarks et avoir une véritable gestion indépendante. Donc pour nous, objectivement, le fait que la société soit petite, moyenne, grosse, qu'elle soit active dans le secteur de l'aéronautique ou de l'agroalimentaire, qu'elle soit cotée au CAC 40, au CAC All Tradable ou au S&P 500, bien qu'on ne traite pas beaucoup les affaires américaines, ça n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui compte, c'est la qualité de l'entreprise. Ce qui est important aussi, c'est la même chose que ce que je viens de vous dire, c'est l'attitude contrariante. C'est un mot important. Être contrariant, ça veut vraiment dire ne pas céder aux modes, ne pas céder aux attitudes moutonnières. Et effectivement, cette phrase que vous avez tous entendue qui consiste à acheter au son du canon et vendre au son du violon, eh bien c'est difficile, mais c'est effectivement certainement une des clés de la réussite dans la gestion action. En ce moment, tout le monde a peur. Les clients sont inquiets, les clients ne comprennent plus. C'est assez difficile d'expliquer les vertus d'une gestion action, mais c'est peut-être maintenant qu'il faut le faire, puisque personne n'y croit plus du tout. Par définition, vous l'avez compris, nous sommes des gérants de conviction, c'est-à-dire que nous détenons parfois de longues années, les positions que nous avons dans les portefeuilles. Éric Doutrebente et moi travaillons ensemble l'un à côté de l'autre depuis 1998 et je pense que depuis 1999, nous détenons des Zodiacs en portefeuille. Il y a d'autres exemples, mais voilà l'exemple type. Et a priori, nous n'avons pas l'intention de les vendre tout de suite. Donc nous avons, vous le devinez, un taux de rotation dans les portefeuilles et dans les fonds qui est faible. C'est une de nos caractéristiques. Ce qui est très important, c'est qu'on fait essentiellement de la gestion action, vous l'avez compris, mais quand un client privé vient, de temps en temps, il y a d'autres contraintes, il y a des aspects d'horizon de placement, donc on touche à l'ensemble des classes d'actifs, mais dans ces cas-là, on passe par des gens spécialisés, que ce soit sur les convertibles, sur des obligations internationales, sur des corporates et compagnie. Mais l'essentiel de nos clients viennent nous voir pour avoir un gérant qui les conseille sur l'aspect global et qui fait de la gestion action pour eux. Le numéro 1 dans le choix d'un titre sont les hommes. Et à chaque fois qu'on achète un titre parce que le manager va changer ou parce que le manager n'est pas en forme, va être en forme, généralement, ce sont des mauvais investissements. Donc les hommes, les dirigeants, c'est très très important. On voit très bien dans cette période troublée, les valeurs bien gérées sont plus hauts, ont des valorisations plus élevées qu'en juin 2007. Alors que le marché, lui, vous savez où il en est, puisque Dominique l'a rappelé. Donc les dirigeants, les collaborateurs, les dirigeants, donc c'est un travail de fouineur, c'est un travail de bénédictin, c'est un travail de communauté où il faut travailler à plusieurs pour bien connaître les managers. Hier, j'étais chez Plastic Omnium toute la journée. J'ai passé une bonne partie de mon temps avec Laurent Burel. Ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas vu, puisqu'on est 3 sur Plastic Omnium à suivre la valeur. Et j'ai 2 jeunes. Donc c'est bien, c'est d'avoir des gens de 30 ans qui remuent des gens qui ont la cinquantaine. Et donc ils vous remettent en question, qui vous bougent, puis après ils vous écrivent. Et donc dans le train, j'ai relu pendant 1 heure tout ce qu'ils m'avaient écrit depuis 4 ans. Donc j'ai repris ça de manière chronologique, même si je suis la valeur, même si je connais la musique depuis assez longtemps sur ce titre-là. Ça permet d'avoir une grande humilité par rapport à nos choix d'investissement. Mais c'est un travail d'équipe. Donc j'insiste beaucoup sur l'aspect dirigeant. Vous avez compris que les hommes, c'était vraiment la plus belle richesse, dirait Bodin. Après, vous avez différents éléments qui sont des éléments importants, mais qui demandent beaucoup de travail, et beaucoup de travail d'équipe. Vous avez la stratégie, mais ça, c'est en connaissant les hommes qu'on connaît bien la stratégie. La barrière à l'entrée, alors dans l'équipe, on a Benjamin Rivière qui me supporte et qui nous supporte depuis 8 ans. Qui est un obsédé de la barrière à l'entrée, qui m'aide à gérer Tiepolo Rendement. Et c'est un élément important. Et hier, chez Plastic, une question avec Laurent Burel, c'est de savoir, dans votre métier, quelles sont les barrières à l'entrée?
Et quand vous avez une réponse d'un équipementier qui vous donne dans l'ensemble de la chaîne de valeur ces références, je serais curieux de savoir quelle est, à votre avis, quelle est la société qui, pour lui, est la plus belle barrière à l'entrée. On va voir. Qui a une réponse? Quel est le plus bel secteur dans le secteur automobile ou équipementier qui a des barrières à l'entrée? Oui, voilà, bravo. c'est bien, Michelin. c'est bien. Il y en a un qui a été gonflé, qui a pu le dire. Donc c'est Michelin. C'est très important, c'est un élément, donc barrière à l'entrée. Après, il y a un élément, tout est important, mais après, ce qui est essentiel, c'est d'avoir une vision longue. Un autre aspect qu'on regarde au final, et ça se fait au final, ça ne se fait pas à l'entrée d'un titre, c'est la structure du capital. Donc historiquement, vous avez eu la période 85-2000 où les grands groupes ont racheté leurs filiales. Ça a été une période faste pour les minoritaires qui achetaient des belles valeurs qui étaient cotées. Aujourd'hui, il n'y a quasiment plus de filiales rachetées par les grands groupes. Après la deuxième partie, et on est dans ce cadre-là, c'est les sociétés familiales qui, pour des raisons d'équilibre patrimoniaux, ou pour des raisons de mésentente familiale, ou pour des raisons d'arbitrage d'actifs, sont vendues. Donc c'est un des aspects qu'on regarde cette année. On a quand même eu Rhodia, même si ce n'était pas une boîte familiale, mais vous savez qu'Albert Frère était dedans. On a eu aussi Delachaux, qui était une grosse position historique, qu'on connaissait depuis très longtemps. On a eu aussi Secrétaire de Pithiviers, qui a un dossier qui doit faire frémir les gens qui recherchent la liquidité. Mais Secrétaire de Pithiviers, vous aviez 80% de la capitalisation boursière avant OPA, qui était de la trésorerie. Puis on a eu la chance d'aller les voir quelques jours avant, mais on n'a pas eu le temps d'acheter des titres. On a déjà des titres et l'OPA s'est déclaré. Alors que je disais à Dominique en sortant du rendez-vous, Dominique, c'est une très belle valeur, n'oublie pas, tu mets ça dans un client patrimoniaux long terme et ça ne va pas bouger avant quelques années. 3 jours après, il y a une OPA. Vous voyez que l'humilité du gérant, c'est ça, et c'est comme ça qu'on arrive à faire rater des occasions, ou plutôt d'avoir des titres sur longue période. Et un point important, c'est la partie internationale, puisque historiquement, votre serviteur a toujours été un fouineur de la côte française, mais j'ai géré un fonds international dans une maison précédente, puis après, on a délégué la gestion internationale sur la partie américaine et asiatique aux associés dans la maison suivante. Et en arrivant chez Tiepolo, c'est un de mes soucis avec mon pauvre Dominique, qui lui a plutôt une culture internationale, c'est que c'est très très difficile de faire de la gestion internationale quand on est français et quand on n'est pas une énorme boutique de gestion, quand on n'est pas spécialisé, comme une des réussites que je donne toujours sur la partie asiatique et comme Geste, où c'est une belle boîte de gestion qui est spécialisée avec des anciens d'Ado Suez et qui ont une véritable connaissance internationale de la zone. Nous, on achète des boîtes françaises, que françaises. On regarde beaucoup les boîtes internationales pour faire du comparatif international, mais on va voir des boîtes internationales pour se dire tel secteur, il y a tel concurrent, et voyons les ratios, voyons les stratégies, mais on n'achète que des boîtes françaises, parce que beaucoup de boîtes françaises sont essentiellement internationales. Donc pourquoi compliquer les choses? C'est notre constat, hein. Donc on est arrivé, au bout de 30 ans, on arrive à ce genre de constat. Voyons des boîtes qui sont près de chez nous, où on peut aller visiter les centres de recherche, comme hier chez Plastic Omnium. Demain, je vais me promener chez LDC, je vais pouvoir voir une boîte, voir des produits, après en discuter avec mon épouse, savoir si elle achète du poulet de louer ou autre chose. Donc la gestion de bon sens, sachant que, excusez-moi, ce n'est pas New York qui m'appelle, sachant que c'est important pour la qualité de gestion. Alors effectivement, nous avons dans cet univers décelé 4 grands axes d'investissement, les valeurs d'actifs sous-évaluées. Bon, effectivement, il vaut mieux acheter une entreprise bien gérée avec des dirigeants compétents, si possible. Si à l'intérieur du bilan, on s'aperçoit qu'il y a des actifs qui seraient mal valorisés, donc l'objet là est de faire un jeu d'analyse financière important pour vérifier quelle est la vraie valeur de cet actif et comment est-ce qu'il peut éventuellement un jour être décelé et être à l'origine d'une stratégie créatrice de valeur. Le deuxième axe est l'aspect contrariant que nous évoquions tout à l'heure, qui sont les valeurs délaissées ou en retournement. Alors aujourd'hui, des valeurs délaissées, il y en a beaucoup sur la place de Paris, puisqu'elles sont à peu près massacrées. Il faut se demander pourquoi ces valeurs ont baissé. Malheureusement, ce n'est pas parce qu'une valeur a baissé qu'elle remontera. Il peut y avoir des raisons structurelles un peu compliquées et il vaut mieux les éviter. Là aussi, c'est un travail de fourmi, c'est un travail de longue haleine. C'est aussi lié beaucoup à l'expérience que nous pouvons avoir
Eric et moi sommes sur les marchés depuis 1985. La plupart de nos collaborateurs le sont également depuis 10, 15 ou 20 ans. Cette expérience nous permet aussi de connaître un certain nombre de pièges qui peuvent être évités. Et encore une fois, voilà, le plus bel exemple, une affaire comme Vivendi valait 140 €, ça en vaut 15. France Télécom en valait 260, ça en vaut 15. Au plus haut, Au plus haut, et ça ne remontera jamais à 260 €. Donc c'est un peu problématique pour ceux qui les ont achetés ce jour-là, mais il vaut mieux en tirer les conséquences. Donc il faut se poser la question, quand une valeur est oubliée, quel est l'élément déclencheur qui fait qu'à un moment, elle peut redémarrer et être à nouveau observée et suivie de près par les analystes, et quel est le vecteur de sortie possible, soit par une OPA, soit par un retrait de la cote. En fait, j'ai déjà évoqué quelques cas qui sont dans ces trois catégories, sachant qu'on n'aime pas les boîtes chez Tiepolo. Oui. On aime bien avoir la qualité des sociétés, et on peut attendre pendant des années de capter une société. Je vous donne un exemple, Clarins, qu'on avait regardé, qu'on avait eu l'introduction en bourse, donc en 83, pour les plus vieux. Après, c'est devenu une valeur trop chère. Et puis je me rappelais qu'en 2000 ou 2001, l'opération LVMH sur Guerlain, c'est 2,4 fois de chiffre d'affaires. Donc je m'étais dit, tant que Clarins vaut plus cher que 2,4 fois le chiffre d'affaires, je n'achèterai pas du Clarins. Mais je suivais Clarins parce que c'est un secteur pas trop compliqué à suivre. On n'aime pas aussi regarder des boîtes qu'on ne comprend pas, donc ça vous l'avez compris. Et quand en 2008, Clarins est tombé à 1,4 fois le chiffre d'affaires, et surtout l'arrivée d'un manager qui venait d'Estée Lauder, qui a fait une partie de la réussite de développement international chez Estée Lauder, sachant que chez Clarins, le problème c'était le développement international, on a acheté du Clarins en 2008. Malheureusement, il y a une OPA 3 mois après. Je dis malheureusement parce que gagner 30%, c'est très bien pour les TRI, ça fait très bien, mais c'est pas bien pour l'analyse financière sur longue période et sur la pérennité. Je pense que Clarins aujourd'hui vaudrait nettement plus que le prix d'OPA, et surtout en relatif par rapport au marché financier. Donc on regarde les dossiers sur longue période et on fait pas mal de comparatifs, ce qui nous permet d'essayer de faire le moins d'erreurs possible, parce que vous savez que dans la gestion action, le plus important c'est de trouver des beaux dossiers et de ne pas aller s'aventurer sur des dossiers compliqués. Sur ce slide, le point sur lequel j'insisterai, qui a déjà été évoqué par Eric, c'est notre détention en société dite familiale, c'est-à-dire soit possédée par les dirigeants, soit possédée par des familles, mais on s'aperçoit qu'a posteriori, parce que ce n'est pas un critère de sélection au départ, on s'aperçoit quand même que lorsqu'on a affaire à des familles, souvent ce sont des gens qui vont être un petit peu plus prudents, qui vont prendre le temps d'une réflexion plus poussée. Et nous nous retrouvons assez bien dans leur approche. Nous sommes, nous, prêts à accompagner ces gens-là de longues années, dans la mesure où nous partagerons des valeurs sur la pérennité des actifs. Nous sommes très attentifs à essayer autant que faire se peut à limiter les risques, et avoir en face de nous des dirigeants qui sont également les propriétaires de l'entreprise est une sécurité, ou en tout cas un principe auquel on est très très attaché chez Tiepolo. Vous voyez donc dans les fonds, plus de 60% des valeurs dans le fonds valeurs sont des valeurs familiales, et 43% pour le fonds rendement sont des valeurs familiales. Nous avons donc effectivement développé, je vous l'ai dit, une gestion en titre vif, mais aussi bien sûr une gestion à base de fonds communs de placement. Les fonds communs sont donc la vitrine de la gestion que nous avons pu vous présenter avec Eric. 2 fonds ouverts au public, le fonds Tiepolo Valeurs et Tiepolo Rendement, et un fonds d'épargne salariale sur lequel Eric reviendra, l'épargne salariale étant une thématique à laquelle nous accordons une grande importance pour plein de raisons que vous connaissez très certainement. Vous avez ici les principales caractéristiques de ces 2 fonds. Ils sont éligibles au PEA et au support de contrats d'assurance vie, sont bien évidemment en valorisation quotidienne. Et alors, ils ont été créés, comme vous le voyez, le 27 juillet 2007. Et là encore, ce jour-là, le CAC 40 valait 5643. Il avait donc déjà perdu 300 points en un mois, mais ça fait encore 46-47% de baisse par rapport au cours d'aujourd'hui. Vous voyez que nous avons eu affaire à des vents fort hostiles, et ça n'a pas été évident tous les jours. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet avec Tiepolo Valeurs. Tiepolo Valeurs est donc le fonds vitrine de la gestion globale Tiepolo. Et il n'y a pas de contraintes particulières, il n'y a pas de thématique, dans la mesure où nous respectons les critères de sélection qui vous ont été présentés. Chaque société qui passerait ces filtres peut intégrer l'actif de Tiepolo Valeurs.
Je retiens de ce slide 3 éléments. Un élément tout de suite que j'ai déjà évoqué, la performance n'est pas satisfaisante. Nous ne pouvons pas nous gargariser d'un moins 16 ou un moins 17 depuis la création, même plutôt moins 30 en l'occurrence, alors qu'on a éventuellement vocation à faire gagner de l'argent à nos clients. Il y a quand même un élément satisfaisant, c'est une surperformance. Encore une fois, si une maison comme Tiepolo ne fait pas de la surperformance, elle n'a plus qu'à mettre la clé sous la porte. On pourra, j'espère, être capable de vous le prouver sur la durée. Ce que j'observe également, c'est une volatilité qui est inférieure à celle des indices. Elle était d'ailleurs nettement inférieure. On a eu un pic de volatilité depuis 3 mois. Donc ce 18,47 en fait s'analyse assez mal. La vérité, c'est que nous étions aux alentours de 14,15 depuis l'historique du fonds, et ça c'est une des choses à laquelle avec Eric nous sommes très attachés, la maîtrise de la volatilité. C'est un fonds qui fait à peu près 55 millions d'euros d'actifs aujourd'hui. Et le dernier point saillant, c'est le nombre de lignes, 49 lignes en détention dans ce fonds. Tout à l'heure sur le fonds Tiepolo Rendement, vous verrez qu'il y en a 38. Ce sont des fonds très concentrés, c'est une caractéristique importante de ces deux fonds. C'est le résultat de notre volonté d'avoir une gestion de conviction. Il n'est pas utile d'éclater et de multiplier à l'envi le nombre de lignes dans un portefeuille ou dans un fonds, car en réalité c'est plutôt consommateur d'énergie et pas forcément créateur de valeur. Donc Eric a été maître d'œuvre sur cette volonté que nous avons eue de limiter le nombre d'investissements. Sur les valeurs, vous avez compris que la performance n'était pas satisfaisante, sachant qu'en plus les gérants sont aussi porteurs importants du fonds. Et on s'aperçoit historiquement, donc je vais être très transparent et très direct avec vous, que la gestion en ligne à ligne, généralement, fait des performances plus importantes que la gestion en fonds. Donc je suis battu depuis 20 ans et j'essaie de me battre contre les fonds. Et en fait, la gestion en ligne fait des meilleures performances. Pourquoi? Parce que vous avez une concentration au départ, quand vous achetez 4 ou 5% dans un portefeuille privé, eh bien, le portefeuille, la ligne double ou triple. Quand vous n'êtes pas dans une banque, vous pouvez garder vos 12 ou 13% de Zodiac, où je me rappelle de l'OPA Louvre, j'avais 13% de mes actifs totaux en Louvre le jour de l'OPA. On n'avait pas acheté 13%, vous avez compris que les titres avaient multiplié par 3 ou par 4. Donc c'est très important, donc on a essayé de concentrer les lignes sur Tiepolo Valeurs. On n'est pas satisfait de la performance, on pense qu'il y a encore un travail de concentration. Il y a des convictions très fortes. Naturex, qui est une valeur qui était totalement inconnue, commence à être un peu connue. Zodiac, c'est un long fleuve tranquille et on pense qu'on sortira entre 90 et 110. Généralement, je n'ai pas d'objectif de cours, mais il suffit de faire le travail sur l'opération qu'il y a eu sur Goodrich aux États-Unis. Essilor, c'est une valeur dite chère, mais comme les Cassandres pensent qu'il va y avoir une très forte baisse, donc Essilor, quand Essilor sera passé de 50 à 30, ça sera, paraît-il, la fin du marché. Et on réplique ce qui s'est passé en 2008. Mais Essilor n'avait pas baissé de 50 en proportion en 2003. Et puis Essilor n'avait pas baissé en 98 au moment de la crise asiatique. Et Essilor n'avait pas beaucoup baissé en 94 quand il y a eu la hausse des taux d'intérêt. Et Essilor n'avait pas trop baissé non plus en 90 pendant la guerre du Koweït. Donc je peux repartir comme ça, juste sur une période très longue. Il faut dire qu'il faut faire très attention de dupliquer ce qui s'est passé récemment, puisque Essilor, comme toutes les valeurs, Air Liquide a baissé de 86 à 55 dans la crise de 2008-2009. Donc on est très confiant sur les titres que l'on a et on peut garder les titres sur une période très très longue. Deux petits points, vous voyez qu'il y a une pondération faible sur les financières, ça c'est très clairement notre volonté du moment, et quand même une partie, on ne l'a pas beaucoup évoqué, mais vous l'aviez peut-être déjà deviné, nous sommes effectivement plus à l'aise sur des moyennes et petites capes que sur les très grandes capes. Nous pensons qu'il y a quand même plus d'effets de levier possible sur ces sociétés, et donc c'est tout de même une partie importante de nos investissements. Le fonds Tiepolo Rendement est à peu près le même que le fonds Tiepolo Valeurs, il a une seule différence. Et vous l'avez peut-être déjà deviné avec le mot rendement. Nous avons depuis à peu près 15 ans avec Eric eu une volonté très claire de nous intéresser aux sociétés qui distribuent des dividendes. J'avais créé le fonds avec Eric et avec Marc Tournier, nous avions créé Tocqueville Dividende. Nous avons donc répliqué ce fonds qui s'intéresse donc au départ de l'investissement dans le fonds. Nous souhaitons que la société sélectionnée affiche un rendement de 2,5% qui correspond donc à la distribution du dividende. C'est le seul critère, c'est qu'il faut qu'il y ait un coupon qui représente 2,5% de rendement au moment de l'achat. Donc nous passons un petit peu de temps à analyser l'historique de la distribution du dividende et la capacité que la société aura à l'avenir encore
à distribuer un dividende pérenne qui peut constituer un matelas de sécurité dans l'ambiance du moment. Le fonds fait aujourd'hui 44 millions d'euros. J'ai évoqué 38 lignes. Vous voyez, là, on est vraiment dans un fonds très concentré, car la plupart des fonds sur la place de Paris sont plutôt de l'ordre de 70, 80, voire un peu plus. Ça dépend des gérants. Encore une fois, chacun fait ce qu'il veut, mais notre conviction, nous, est très claire sur cette thématique-là. La performance n'est pas bonne non plus. Elle est meilleure que les indices, heureusement, et nous allons travailler d'arrache-pied à l'améliorer considérablement. Un point important, c'est la partie vous avez la partie Europe, reste du monde. Bon, c'est l'exposition géographique des chiffres d'affaires des sociétés présentes. Vous savez que c'est un petit peu compliqué d'avoir ces ratios-là, parce qu'après, il faut regarder la génération des cash flows, et puis il faut regarder aussi comment ça se passe. Une société qui est dans le cadre de Tiepolo Valeurs, qui est Edenred. Vous savez qu'Edenred, c'est une boîte qui est à moitié une boîte brésilienne aujourd'hui, donc c'est une boîte Amérique du Sud. Je préfère avoir de l'Edenred que d'avoir une boîte au Brésil, sauf si vous achetez un leader du service du pétrole, mais il faut acheter c'est comme Rémy Cointreau, qui est une position importante et historique dans Tiepolo Rendement. On n'est pas loin des plus hauts historiques, mais c'est une boîte qui, à notre avis, c'est 70% du résultat opérationnel qui vient de Chine. Donc, sauf si la Chine va disparaître, ce qui est la dernière rumeur, je pense que la Chine ne va pas disparaître demain matin, et donc Rémy Cointreau reste une très belle boîte. En plus, la cerise sur le gâteau, mais qu'on ne joue pas tout de suite et qu'on ne joue jamais, c'est les aspects de changement du capital. Il y a aussi un point important, c'est la gestion au quotidien. Xavier Milvaux m'aide fortement dans la Tiepolo Valeurs, et c'est un ancien stagiaire qui est devenu analyste et gérant. Un point important, tous les gérants sont analystes. Donc on va voir des sociétés, on analyse, on fait des rapports, et script sheet, ça permet de ne pas réinventer le fil à couper le beurre et de passer du temps à se critiquer sur des éléments écrits. Il y a sur ce fonds volontairement une part de distribution, car nous avons des clients effectivement qui souhaitent pouvoir percevoir un dividende, donc nous avons créé une part de distribution et une part de capitalisation. Vous voyez là une capitalisation moyenne qui est supérieure. C'est vrai qu'historiquement les grandes sociétés sont plus souvent généreuses en dividendes, donc on a une capitalisation moyenne à 4,2 milliards qui se compare à 2 milliards et des poussières sur l'autre fonds. Et vous voyez le rendement moyen, mais alors là c'est sûr que le rendement moyen des actions monte fondamentalement quand les marchés baissent, mais avec 5% de rendement moyen, ça nous donne éventuellement un peu de matelas de sécurité. L'épargne salariale, alors quelques mots. Rapidement, parce qu'il reste 3 minutes. Absolument, c'est notre dernier slide. En 2 mots, si vous vous intéressez à l'épargne salariale, vous tapez sur RS de Bory ou vous tapez sur Tiepolo, vous aurez un renvoi. C'est un sujet important, vaste, mais on a toujours été sensibilisé à cela. Et on a chez RS de Bory un des fonds qui s'appelle RS Tiepolo, où on est très investi dessus depuis des années, puisque c'est un fonds qu'on a récupéré dans notre deal avec Tocqueville en 2007. Et donc vous voyez que c'est un fonds diversifié qui fait une performance correcte, même si c'est premier sur un classement, il faut toujours se méfier, il faut s'intéresser. Si j'avais mis mon argent sans risque, qu'est-ce que j'aurais aujourd'hui? Après, vous avez un petit graphe sur un PEA géré par votre serviteur. On s'aperçoit qu'en juin 2011, on avait quasiment réatteint les plus hauts historiques de 2007. La surperformance est importante avant. Et là, on est un petit peu en berne, puisqu'on est encore en dessous. Donc ça veut dire qu'un client privé, chez Tiepolo, pour être très direct, n'a pas gagné d'argent depuis 4 ans. Et ça ne nous arrange pas, ça ne nous amuse pas. Mais on n'est pas à 50% des montants du plus haut historique.